Ça y est, Hungry Lovely, ma modèle 3, a 1 an. Et donc c'est le moment de faire un premier bilan. On va voir comment elle a vieilli dans le temps. Est-ce que j'ai eu des réparations à faire? Quels ont été les coûts de ces éventuelles réparations? Combien de kilomètres j'ai fait et combien ça m'a coûté? Bref, tout ça c'est dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va se rendre au superchargeur de Mougins parce que comme vous pouvez le voir ici, j'ai 15% de batterie. Elle a d'ailleurs un petit peu froid. Donc là, on va se rendre au superchargeur de Mougins qui a quelques kilomètres. Et ce qui est bien, c'est que il y a les 4 bornes disponibles. Je fais naviguer. Maintenant, tournez à droite sur chemin Maryse-Bastier. Je voulais revenir avec vous sur l'expérience des superchargeurs parce que pour moi, c'est vraiment la première chose que j'ai fait. Donc dès que j'ai eu la voiture, le lendemain matin, je me suis rendu ici au superchargeur de Mougins pour tester, pour expérimenter le superchargeur. Parce que je trouve que pour moi, c'est vraiment le truc le plus génial à faire, de brancher sa voiture. On n'a pas de carte à mettre, ça va super vite, on voit la vitesse de charge qui est vraiment incroyable. Donc l'expérience superchargeur, de pouvoir se dire qu'on fait partie de cette communauté, d'avoir accès à ces bornes, à ces endroits uniques. À chaque fois qu'on voit un superchargeur, on se demande à quoi il va ressembler, comment il va être, et c'est vraiment toujours des petits points intéressants à visiter. Donc voilà, c'était vraiment le truc principal quasiment pour moi, et ce que je trouve que Tesla a vraiment un des atouts majeurs de Tesla, c'est les superchargeurs. Donc on y va, on va supercharger. Vous voyez là, il faudrait que je reste 1 heure. J'ai demandé la charge complète pour voir combien de temps ça met. On charge à 118 kW et on récupère quasiment 800 km d'autonomie par heure. Une question qui m'a été beaucoup posée, c'est finalement comment rend la voiture après 1 an d'utilisation. Est-ce qu'elle a vieilli? Est-ce qu'elle s'est abîmée? Est-ce que les sièges se sont abîmés? Est-ce que la planche de bord en bois ici s'est abîmée? Donc c'est ce qu'on va voir et après on ira faire un tour de l'extérieur. Alors d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que moi ma voiture, je l'utilise pour un usage professionnel et je l'utilise assez souvent pour mettre des choses à l'intérieur. Donc je la mets en break, je mets une protection, mais je charge parfois du ciment, de la peinture, du bois. Donc ma voiture a vraiment un usage très intensif et à mon avis, pas beaucoup de personnes qui l'utilisent comme moi. Je vous rappelle aussi que j'ai un chien, donc je vais tous les soirs promener en forêt avec. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la protection derrière. Mais forcément, qui dit chien, dit poil, on ramène de la terre. Donc cette voiture est vraiment usée plus que la normale et plus que la moyenne, on va dire. Donc on va voir dans des conditions un petit peu difficiles comment ça rend. Vous voyez ici, pour ce qui est du volant, ça n'a pas bougé. Les molettes ne sont pas particulièrement usées. Le volant, franchement, il n'y a rien à dire. Ici, c'est du cuir. C'est la seule partie en véritable cuir de la voiture. Puisque les sièges, c'est un cuir qui s'appelle un cuir vegan. Vous voyez le bois, il n'a pas bougé. J'avais assez peur qu'avec la chaleur, avec les UV, il se mette à craqueler parce qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement protégé. Il n'est pas lasuré, il est assez brut. Mais il a pas changé de ce que j'en vois. Alors peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont protégé? Est-ce qu'on pourrait mettre une petite lasure dessus, un petit vernis, une petite protection? Peut-être, c'est une idée à creuser, je sais pas trop. Avec la chaleur, j'ai des petites bulles qui apparaissent ici. C'est pas vraiment dérangeant, mais c'est vrai que il y a une imperfection. Donc je contacterai le Tesla Ranger pour voir si ça peut s'arranger ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose à y faire. Ça a été corrigé sur les nouveaux modèles. La console centrale. Alors la fameuse console centrale, moi le premier jour, ce que j'ai fait pour pas que ça s'abîme, puisque normalement c'est du piano ici, c'est du noir brillant, j'y ai mis un wrap. Ça c'est vraiment quelque chose que je conseille en allant toujours en montagne. Donc on ramène du sable, de la poussière, les poils du chien. Ça a tendance à l'abraser. J'avais la Leaf, c'était exactement la même console. Et au bout de 3 ans, ça a été complètement poncé. Donc c'était plus brillant, mais c'était un noir mat. Et là, j'ai mis ce vinyle. Et c'est vraiment indispensable parce que, si vous le voyez, c'est comme un vinyle qui est quand même assez costaud. Et pourtant, il y a ici des traces de griffure. Alors c'est tout simplement de la poussière. On fait pour nettoyer, on frotte. Et ça attrape un petit peu sur le vinyle. Donc si ça a fait ça sur le vinyle, j'ose pas imaginer ce que ça aurait fait sur le piano. Donc pour moi, ça c'est vraiment indispensable de mettre ça. Ça c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, l'état des sièges, la qualité des sièges, parce qu'on peut voir sur internet pas mal de photos et de vidéos avec les sièges des S et des X qui ont tendance à se craqueler avec le temps. En tout cas ici, au bout d'1 an,
il n'y a toujours pas de problème. On voit que c'est quasiment gris et plus noir en fait. Donc on va faire une vidéo pour voir comment nettoyer ça. Je pense que ça se nettoie assez facilement, on va voir plusieurs méthodes possibles. Donc c'est pas abîmé, c'est ça qui est bien, c'est que le siège n'est pas abîmé du tout, c'est juste blanchi en fait. Mais sinon, sans quoi, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'effet de craquement sur les sièges. Bon, les coutures, elles sont toujours nickel. J'ai pas pris les sièges blancs parce que ça aurait été encore pire avec un chien. Donc le noir, c'est vrai qu'il fait pas mal chaud en été. Donc les personnes que je connais qui ont les intérieurs blancs me disent que ça a quand même pas mal d'intérêt. Les boutons se sont pas abîmés, j'ai rien qui a commencé à bouger, rien qui s'est déstructuré, rien qui a bougé. On voit que tout est bien en place. Ici l'alignement du bois, donc comme vous voyez, il n'a pas gondolé du tout, malgré la chaleur, l'humidité, le froid. Ça reste vraiment super propre, super lisse. J'ai mis un protège-écran. J'ai fait une vidéo tuto de l'installation du protège-écran, de même que de l'installation du RWAP. Et donc l'écran, il se nettoie hyper facilement, tout simplement avec une microfibre et du produit, par exemple pour nettoyer les lunettes. On fait affichage et ici on passe en mode nettoyage d'écran. Décidément, ils ont pensé à tout. Hop, l'écran devient tout noir, ce qui permet de bien le nettoyer. Et après, il faut appuyer sur l'écran, laisser le doigt appuyé. Et ça se rallume. J'ai quand même un endroit qui s'est abîmé et c'est des griffures, en fait c'est de ma faute, il y a eu des griffures qui ont été faites, il y a un truc qui a frotté un jour. C'est ici, le dessous de la boîte à gants. Et c'est une surface qui s'abîme assez facilement. Donc au final, j'aurais peut-être aimé avoir quelque chose de peut-être plus plastique ou plus résistant, enfin en tout cas quelque chose qui s'abîme moins. Parce que c'est vrai que on voit c'est constellé de rainures. On prend un sac, on rentre, on pose un sac, il suffit qu'il y ait quelque chose qui frotte. Et c'est une partie qui s'abîme assez rapidement finalement. Alors l'arrière du véhicule, encore une fois, moi c'est la place de Jersey, ma petite Beagle. Donc j'ai mis la protection pour chien, qui va plutôt bien, qui s'accroche ici, là. Quelques petites rayures ici, pareil. C'est le même matériau, un petit peu plus dur que ce qu'on a sur la boîte à gants. Mais ça a tendance à frotter et un petit peu s'abîmer, donc c'est assez dommage. Et pour ce qui est de tous les alignements intérieurs, rien n'a bougé, aucun plastique n'a bougé. Je vais vous faire voir le coffre, parce que du coup, forcément, comme je charge beaucoup de choses dedans, j'ai mis une protection intensive en caoutchouc. C'est très épais, vous voyez. Là, je peux vraiment mettre plein de trucs dedans sans risquer d'abîmer le coffre. Il faut faire attention, ici, c'est de la même qualité que les tapis, que le sol, il n'y a pas de problème, on peut l'aspirer, on peut le brosser, ça ne bougera pas. Mais ici, ça a tendance à s'effilocher vraiment rapidement. Donc je vous conseille aussi de mettre une protection. Ça c'est un tapis que j'ai acheté chez Noroto qui coûte une quarantaine d'euros. Mais il existe des tapis officiels Tesla ou des tapis sur des accessoires Tesla qui sont prédécoupés déjà. Et je vous conseille quand même de le protéger un minimum. Une des questions aussi que vous m'avez posées, hormis l'intérieur, c'est l'extérieur. Comment ça rend finalement la voiture? Est-ce qu'elle s'abîme? Est-ce que la peinture se ternit? On m'a rapporté que le rouge commençait à se ternir avec le temps. Et moi apparemment, en ayant fait la protection céramique, le rouge reste vraiment bien éclatant. Les poussières et la saleté, ça tient beaucoup moins aussi. Donc je suis assez content de l'avoir fait. Là je l'ai lavé il y a 8 jours la voiture. Et au final, elle reste quand même assez propre. Malgré la boue ici, le reste de la voiture est quand même propre. Donc c'est pas mal l'effet dépoussiérant et dépérlant du céramique. Je vous le recommande aussi. Alors, est-ce qu'il y a eu de la casse avec cette voiture? Est-ce que j'ai eu à remplacer quelque chose? Est-ce que j'ai eu de la maintenance? La seule chose que j'ai eu à faire, c'est repeindre un morceau de la voiture, puisque un soir, j'avais désactivé les bips. Et j'ai tapé chez moi, à l'arrière. Ils m'ont tout repris, l'aile que j'avais arrachée ici. Ça s'était arrêté, heureusement, juste avant le feu. Et ça avait abîmé aussi la partie en bas. Donc ils ont rechangé ces deux parties-là, ils les ont redressées et ils me les ont repeintes. Ça a été fait dans un garage indépendant, local à côté de chez moi, qui m'a fait un super boulot. Franchement, si vous arrivez à voir la différence de couleur, vous êtes fortiche. Moi, je ne la vois pas du tout. La carrosserie, en dessous, c'est rose et après il y a 2 couches de vernis avec les paillettes qui sont elles orange et ça donne ce rouge multicouche.
Je trouve que c'est la plus belle couleur pour la Model 3. Mais c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention parce que ça peut coûter très très cher en réparation. Attention avec la couleur. Sinon, bon, vous le voyez, la voiture, elle est vraiment nickel, elle est éclatante comme au premier jour. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est pas abîmé à l'extérieur. Alors hormis l'état actuel de la voiture, ce qui est intéressant de savoir, c'est finalement son coût d'utilisation. L'assurance, je paye 75 € par mois, ce que je trouve vraiment pas cher pour une voiture aussi puissante. Alors on va voir combien de kilomètres j'ai fait. Donc j'ai parcouru 14 400 km et là j'ai la consommation sur les 13 663 derniers kilomètres. J'ai consommé 2030 kWh. Je suis vraiment dans la norme de Tesla parce que Tesla il donne, si je dis pas de bêtises, il donne 150 Wh au kilomètre, donc 15 kWh pour 100 km et moi je suis à 14,9. Alors la voiture, je la charge chez moi dans mon garage et on a un tarifeur Creuse puisque dans ce garage on charge 3 voitures, on charge la Zoé de Julie, le Kia e-Niro de mes parents et la Model 3. Donc on a pris un tarifeur Creuse, on paye à peu près 11 centimes d'euros du kilowattheure. 11 multiplié par 2030 kWh, ça m'aura coûté 203 € pour faire 13 600 km. Et si je fais une rapide règle de 3, j'arrive à 1,48 € pour 100 km. C'est l'équivalent finalement d'un litre d'essence. Donc avec une Model 3, avec la puissance qu'elle a, on consomme l'équivalent d'un litre d'essence. Voilà, si on est en heure pleine, ça nous coûte 2,50 € pour faire 100 km en Tesla Model 3. Alors est-ce qu'on a perdu de l'autonomie avec la voiture ? Moi j'ai pas vraiment ressenti ça, d'autant qu'il y a eu pas mal de mises à jour qui ont été faites, de calculs d'autonomie dans le véhicule, tout ça. Mais je suis toujours aux alentours des 500 km. Là on est à 443 km et je crois que je suis à 85% de taux de charge de batterie. Donc on est toujours aux alentours des 500. Moi j'estime pouvoir faire en roulant sur l'autoroute à 130, entre 350 et 400 km et avec une conduite quotidienne normale, de pouvoir atteindre les 500 km. Je ne la fais pas descendre de façon régulière en dessous des 30% et je la charge au quotidien à 70%. Une information très intéressante qui nous est arrivée puisque les premières Model 3, dont celle-ci, viennent d'avoir 1 an. D'après les calculs qui ont été faits, apparemment la voiture aurait perdu que 5,5% de sa valeur. Il y a même des gens qui disent que finalement on peut la revendre le prix qu'on l'a achetée. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la voiture évolue avec le temps. Il y a plein de choses que je n'avais pas lorsque j'ai eu ma voiture au début. Il n'y avait pas Sentry Mode qui est quelque chose que maintenant tout le monde utilise pour pouvoir voir s'il y a un problème avec la voiture, utiliser les caméras comme dashcam et enregistrer dans un petit disque dur ou dans une clé USB. Donc ça n'existait pas. Côté entertainment, maintenant on a YouTube, on a Netflix, on a plein de choses qui sont en train de se mettre en place dans la voiture. Ça aussi, moi quand je l'ai eu, je l'avais pas et ça a une valeur aujourd'hui. Donc ce sont toutes ces mises à jour constantes qui font que la voiture finalement ne se déprécie pas et au contraire gagne de la valeur au fur et à mesure du temps. Alors on m'a posé la question, est-ce qu'il faut avoir le full self driving ? Moi je ne l'ai pas pris, honnêtement pour une raison de coût. J'avais même pas pris l'autopilote, mais je pense que c'est quelque chose qui a du sens. On vient de parler à l'instant de la valeur résiduelle du véhicule. Si vous vendez une voiture qui a le full self driving, évidemment elle aura une valeur supérieure à quelqu'un qui ne l'a pas. D'autant que le prix va certainement augmenter avec l'évolution de la technologie. Donc oui, c'est quelque chose, si vous pouvez vous le payer, c'est quelque chose que je conseille de prendre. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir l'autopilote sur ma voiture parce que je dois être un des rares conducteurs de Tesla qui conduit totalement manuel. Et c'est vrai que l'autre soir, je rentrais sur l'autoroute et il faisait nuit, il faisait un temps dégueulasse, j'étais fatigué. Et franchement, il y avait de la circulation. Et je me suis dit que j'aurais aimé que la voiture m'assiste parce que j'avais plus confiance à ce moment-là dans les caméras et dans l'ordinateur de la voiture que dans ma propre personne.